Salut, c'est Hugo. Cette semaine, on va parler de Gad Elmaleh qui répond aux accusations de plagiat, des nouveaux sports aux Jeux Olympiques, d'Alexandre Benalla qui est actuellement en prison, d'antisémitisme, et enfin, je vous donnerai mon avis et ressenti personnel sur le grand débatton. Ces dernières semaines, on a beaucoup parlé de l'antisémitisme en France, c'est-à-dire la haine des personnes de religion juive. Pourquoi ? Eh bien déjà parce que le 11 février, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a annoncé que les actes antisémites avaient augmenté de 74%. Sachant que ce chiffre, il ne prend que en compte les actes signalés à la police. En plus, dernièrement, des actes antisémites ont choqué, par exemple le portrait de Simone Veil, une ancienne ministre française déportée à 16 ans dans le camp d'Auschwitz, a été tagué avec des croix gammées. L'académicien Alain Finkielkraut a également subi des insultes considérées comme antisémites en marge de l'acte 14 des Gilets jaunes. En réaction, des milliers de personnes se sont réunies en France mardi pour dire non à l'antisémitisme. Mercredi soir, Emmanuel Macron a même fait un discours au dîner du CRIF, une structure chargée de représenter la communauté juive auprès de l'État. Le président veut désormais intégrer l'antisionisme dans les définitions françaises de l'antisémitisme et adopter la définition de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste sans pour autant changer la loi sur ce point. Cette définition dit en gros que l'antisionisme, c'est la haine ou le refus de l'État d'Israël. L'Alliance donne une liste d'exemples condamnables si la loi est modifiée, comme, je cite, accuser les Juifs en tant que peuple ou Israël en tant qu'État d'inventer ou d'exagérer l'Holocauste. Autrement dit donc, le génocide juif des nazis. Là où ça fait débat, c'est que selon les personnes, la définition d'antisionisme varie. Pour certains, ça veut uniquement dire s'opposer à la colonisation des territoires palestiniens sans s'opposer pour autant à un État israélien. Bref, on va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais certains disent qu'on peut être antisioniste mais pas antisémite, tandis que d'autres pensent que c'est plus ou moins la même chose. Parmi les autres annonces, Emmanuel Macron a aussi annoncé un projet de loi en mai pour mieux lutter contre la haine sur internet, visant notamment, pour faire simple, à interdire les réseaux sociaux aux personnes ayant été condamnées pour des propos haineux en ligne. La deuxième actu, c'est encore l'affaire Benalla, mais cette fois-ci, il y a du nouveau. Depuis mardi, Alexandre Benalla et Vincent Crase sont en détention provisoire. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, Alexandre Benalla est l'ancien conseiller d'Emmanuel Macron et Vincent Crase, c'est un gendarme réserviste et ex-responsable de la sécurité du parti La République En Marche. Tous les deux avaient été mis en examen pour des violences sur des manifestants le 1er mai 2018. S'ils ont été placés en détention, c'est parce que selon le juge des libertés et de la détention, ils n'ont pas respecté leur contrôle judiciaire qui leur interdisait de communiquer entre eux. Le juge s'est servi des enregistrements datant du 26 juillet 2018 et diffusés par le journal Mediapart où on entend Vincent Crase et Alexandre Benalla parler alors qu'ils n'avaient pas le droit. Mediapart, de son côté, pour protéger ses sources, ne dit pas comment il a obtenu ces enregistrements. Les avocats de Benalla et Crase contestent la détention pour deux raisons. Déjà parce que pour eux, les enregistrements ont été pris sans que Alexandre Benalla et Vincent Crase ne soient au courant, mais aussi parce que selon eux, ce sont potentiellement tout simplement des faux enregistrements. Des experts sont justement en train de les analyser pour voir si ils sont vrais ou faux, et ensuite ce sera au juge de trancher. D'ailleurs au passage, si le contenu vous plaît, pensez évidemment à vous abonner une fois que vous aurez regardé la vidéo. Je sais que c'est pas un réflexe pour tout le monde de s'abonner, mais ça vous permet de ne pas rater les prochains résumés d'actualité, donc c'est mieux de le faire. Notre troisième actu, c'est les Jeux Olympiques. Vous le savez très sûrement, Paris accueillera les Jeux Olympiques d'été de 2024. 4 nouvelles disciplines pourraient entrer dans la compétition. Les organisateurs de Paris 2024 ont officiellement proposé cette semaine le breakdance, l'escalade, le surf et le skateboard comme sport additionnel à ajouter au programme. Mais attention, rien n'est fait car il faut attendre la validation du Comité international olympique en juin. Ces sports s'ajouteraient aux 28 autres qui sont déjà dans la compétition. Le surf, le skate et l'escalade sont déjà au programme de Tokyo 2020, mais pour le breakdance, eh bien ce serait une grande première. En revanche, d'autres sports vont passer à la trappe. Le softball et le karaté, qui font partie du programme des Jeux pour 2020, vont a priori disparaître en 2024. C'est une grosse déception pour les athlètes de ces sports qui ne comprennent pas que leur sport soit reconnu puis rejeté par les Jeux. Le champion du monde de karaté, Steven Dacosta, qui est français, a d'ailleurs exprimé sa déception dans Le Parisien cette semaine. En tout cas, c'est clair, les organisateurs ont avant tout cherché à rajeunir leur audience pour 2024 en intégrant des sports comme le breakdance et le skate. C'est d'ailleurs ce qu'a confirmé cette semaine Tony Estanguet, le patron de Paris 2024. Il veut, je cite, se connecter au sport qui cartonne partout dans le monde. Bon, moi du coup je me suis posé une question, à quoi ça ressemblera du coup une épreuve de breakdance au JO? Bon déjà, le breakdance c'est une danse urbaine issue de la culture hip-hop. C'est assez acrobatique et spectaculaire avec des passages de danse debout et au sol. Pour les JO, apparemment il y aurait deux épreuves, une masculine et une féminine. La compétition devrait reprendre le modèle de battle, c'est-à-dire de match entre deux athlètes, bref faudra voir ça. A noter enfin qu'il n'y aura pas d'e-sport au JO de 2024, c'est ce qui a été déclaré en fin d'année 2018. En tout cas qu'on soit pour ou
ou contre l'organisation de ces JO, c'est un événement majeur qui va arriver en France et vous inquiétez pas, on va suivre tout ça avec vous, avec cette chaîne YouTube évidemment, mais aussi, vous le savez, sur Instagram ou bien sur Messenger si vous n'avez pas Instagram, dans les résumés quotidiens de l'actualité qu'on publie chaque jour à 18 h. Quatrième actu, rapidement, je voulais revenir sur le grand débatton, que vous l'ayez suivi ou non d'ailleurs, pour vous donner mon retour personnel. Pour ceux qui n'ont pas suivi, le grand débatton, c'est un événement qui s'est déroulé mardi, auquel j'ai eu la chance de participer et co-diffuser. L'idée, 10 ministres, des jeunes et des invités qui se rencontrent pour débattre librement. Déjà sincèrement, dans l'ensemble, je trouve que ça a été une immense réussite. On a eu des vrais débats entre jeunes et ministres, mais aussi avec des invités comme Usul ou des gens du mouvement On est prêt. Maintenant, c'est évident qu'il y a des choses qu'on aurait pu améliorer avec le recul. Déjà, et c'est ce que je pense à titre personnel, peut-être qu'on aurait dû mettre moins d'intervenants par session. C'est bête, mais on se disait qu'11 heures de live c'était énorme, alors qu'au final avec autant de personnes, ça donnait pas forcément assez de temps à chacun pour développer. C'est toujours plus que sur les chaînes d'infos à la télé, mais je pense qu'on peut faire encore mieux pour vraiment creuser les sujets. Ensuite, pas mal d'entre vous m'ont demandé comment les jeunes avaient été sélectionnés. Voilà, en l'occurrence c'est très simple, hein, j'avais lancé un appel sur Instagram en story et vous étiez pas mal à avoir répondu. On a sélectionné avec Benjamin qui bosse avec moi sur la chaîne ceux qui nous semblaient les plus pertinents pour chacune des thématiques, mais ni le gouvernement ou je ne sais qui n'a eu le droit de validation de ces jeunes. La difficulté dans ce genre de format, c'est de mettre à l'aise les jeunes. Ils sont face à des ministres qui sont surentraînés et c'est forcément un peu intimidant. On a fait en sorte de les mettre le plus possible en confiance, de leur expliquer que personne ne leur reprochera de dire cache ce qu'ils pensent, au contraire d'ailleurs, et en vrai il y a quand même eu d'excellentes surprises. Bref, dans l'ensemble honnêtement, je trouve que c'est un vrai succès et l'objectif initial est très largement accompli. Du coup, un immense bravo à la chaîne Acropolis pour l'organisation, allez les suivre si jamais vous les connaissez pas, et de mon côté je vais lancer bientôt un live chaque semaine sur cette chaîne, donc tenez-vous prêts et encore merci pour votre soutien, c'était vraiment une expérience super folle. Dernière actu, je vous en avais parlé il y a 2 semaines sur la chaîne, Gad Elmaleh est accusé de plagiat par le youtubeur Copycomic. Copycomic a publié 2 vidéos où il montre les similitudes du spectacle de Gad Elmaleh avec d'autres spectacles parfois datés d'il y a 20 ans. Et comme il y a énormément d'extraits, c'est assez accablant, parfois les blagues sont carrément paraphrasées, des passages entiers de sketch sont repris quasiment mot pour mot par Gad sur scène. Jusqu'à présent, Gad Elmaleh n'avait pas répondu à la polémique, sauf que ça pourrait bien finir en arroseur arroser cette histoire, je vous explique. En fait, le montage de Copycomic est super astucieux car il passe d'abord l'extrait original du sketch supposément copié avec la date, puis l'extrait du spectacle de Gad Elmaleh avec là aussi la date du sketch. Donc logiquement, il utilise des images des spectacles de Gad Elmaleh pour montrer que celui-ci a copié des spectacles plus vieux. Sauf que pour des questions de droit d'auteur, Copycomic marche un peu sur des œufs en faisant ça. En France, et je vais pas rentrer dans les détails, mais les droits voisins du droit d'auteur permettent aux artistes de contrôler l'utilisation et l'exploitation de leurs prestations. Les artistes peuvent négocier une rémunération en échange d'une autorisation de diffusion. Résultat, au lieu de répondre à ce que disent les vidéos sur le fond, Gad Elmaleh a préféré s'attaquer à la forme et il a fait censurer sur Twitter les vidéos Copycomic qui le concernent au nom du droit d'auteur et il a exigé par ses avocats que Twitter lui révèle son identité. Pour le moment, les vidéos de Copycomic sont toujours en ligne sur YouTube et je vous remets les liens dans la description si jamais ça vous intéresse, on vous tiendra au courant de la suite de l'affaire. Je vous l'ai dit en début de vidéo, si cette vidéo vous a plu, pensez évidemment à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer les notifications pour être les premiers sur l'info. Je vous mets aussi comme promis dans la description le lien vers mon compte Instagram pour suivre les résumés quotidiens de l'actualité, tous les nouveaux formats qui arrivent en ce moment ainsi que les débats qu'on lance tous les soirs. D'ailleurs, le débat de la semaine sur cette vidéo c'est le suivant, le jeu vidéo a-t-il sa place dans les Jeux Olympiques? Pour participer au débat c'est très simple, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite, vous pouvez voter oui, non ou sans opinion et surtout je vous invite à en débattre dans les commentaires, j'irai lire tout ça. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, passez un bon dimanche, on se dit à très vite.